Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 5 septembre. Fiable, loyal et engagé, c'est ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel qualifie l'Algérie, évoquant la coopération énergétique à l'issue d'une audience à Alger accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'OPEP+ opte finalement pour une baisse de sa production de brut en vue de stabiliser les cours. Le niveau de production globale de pétrole de l'Alliance est réduit de 100 000 barils par jour. L'éclairage à suivre dans ce journal de Mostafa Mekidash, expert en énergie. Sahara occidental, les derniers développements de la question sahraoui et les efforts onusiens en vue d'une reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. Au cœur de la visite à Alger de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, tout droit rentré des camps de réfugiés sahraouis. Et en Afghanistan, 2 employés de l'ambassade russe à Kaboul tués ce lundi dans un attentat à la bombe aux abords de la représentation diplomatique. Moscou condamne un attentat terroriste inacceptable. Bonsoir à tous. Le président du Conseil européen en visite à Alger, Charles Michel, a eu des entretiens élargis avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est considérée par le Conseil européen comme étant un partenaire fiable en matière d'énergie. Les entretiens ont notamment tourné autour de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et un certain nombre de situations liées au voisinage et au contexte géopolitique. Ce fut un entretien extrêmement fructueux, tourné vers l'avenir. On partage une ambition commune de donner un nouvel élan à la qualité des relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Nous avons considéré que l'accord d'association est un cadre qui doit donner lieu à des améliorations, avec la volonté de part et d'autre d'identifier des priorités conjointes dans l'intérêt mutuel. Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connaît, la coopération en matière énergétique est évidemment essentielle et nous voyons dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal, engagé sur le terrain de cette coopération en matière énergétique. Et puis, nous avons une ambition commune pour la stabilité, pour la sécurité, pour la prospérité. Et en cela, on a pu évoquer un certain nombre de situations liées au voisinage, liées aussi au contexte géopolitique. C'est une réunion qui est fructueuse, c'est une réunion qui a été utile. Et je suis extrêmement optimiste qu'au départ des valeurs qui sont partagées par l'Union européenne en respectant les ambitions et les priorités de l'Algérie. Vous l'aurez compris, énergie et nouvelles perspectives de coopération entre l'Algérie et le vieux continent au cœur de la visite donc du président du Conseil européen à Alger, Souad Ben Batouche. Du gaz et asseoir les prémices d'un nouveau partenariat. Charles Michel, le président du Conseil européen, en mission à Alger avec des objectifs précis. Alors que la Russie a complètement arrêté de fournir l'Europe en gaz, les initiatives des pays de l'UE se multiplient pour trouver des alternatives pour leurs approvisionnements avant l'arrivée de l'hiver. Cette visite intervient quelques jours après l'appel de la Commission européenne en direction de ses membres, les incitant à se rapprocher de l'Algérie pour négocier des contrats énergétiques, un appel adressé notamment à Madrid. L'Espagne est sommée de faire face à ses responsabilités puisqu'à l'origine d'une crise diplomatique avec Alger, après le revirement de position du Premier ministre Pedro Sánchez sur la question sahraoui. Une crise avec de moultes conséquences, surtout sur la facture énergétique du Royaume. La crise de l'énergie pousse d'ailleurs plusieurs pays membres de l'Union européenne à se rendre en Algérie. L'Italie, en tête de file, a récemment conclu un accord et les quantités de gaz exportées via le gazoduc Transmed devrait augmenter d'ici la fin de cette année. Les volumes de gaz algériens fournis à la France seront aussi négociés. Il faut savoir que l'Algérie a fourni 11% des besoins énergétiques de l'Europe en 2021. La visite de Charles Michel à Alger
est aussi l'occasion pour évoquer la situation au Sahel, la question du Sahara occidental, mais surtout la coopération entre Alger et Bruxelles. Sur ce dernier chapitre, la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, clause par clause, et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, a sûrement été l'un des points forts des entretiens entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son hôte Charles Michel. Et à l'approche de l'hiver, les craintes de l'Europe semblent se multiplier. La crise énergétique alimente tous les débats et est à l'origine de multiples ballets diplomatiques des dirigeants européens cherchant des alternatives pour pallier au manque de gaz russe. Iman Merad. L'effondrement des livraisons de gaz russe provoque un empressement vers toutes les sources d'énergie pour pallier au froid qui guette l'Europe à grands pas. Au-delà de la question de savoir comment l'Europe va surmonter le froid de l'hiver prochain, c'est tout le problème de la transition énergétique qui est posé, et ce pour plusieurs années. L'univers de l'énergie est en effervescence. En réponse aux sanctions européennes suite à la crise russo-ukrainienne, Moscou a ensemencé un vent d'inquiétude en réduisant ses exportations de gaz vers l'Europe et en laissant planer la menace d'un arrêt complet. Depuis, les chefs d'État européens se bousculent aux portes des autres fournisseurs, redoutant malgré tout de manquer de gaz à l'approche de l'hiver. En juillet dernier, le président français Emmanuel Macron recevait Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis, avec lequel plusieurs accords ont été signés dans le domaine de l'énergie. Alors qu'Emmanuel Macron a quitté l'Algérie samedi 27 août 2022, au terme de 3 jours de visite diplomatique, la délégation pourrait bien être repartie avec un projet d'accord subsidiaire dans ses valises, celui d'un accroissement des exportations de gaz vers la France. Le président du Conseil européen Charles Michel devrait discuter de la crise énergétique actuelle avec un important producteur qatari de gaz durant sa visite à Doha prévue mardi prochain selon le calendrier officiel. Charles Michel qui se trouve ce lundi en Algérie pour une visite de travail, une visite axée sur la crise énergétique qui affecte l'Europe ainsi que la flambée des prix du gaz sur le marché européen. En Allemagne, les énergies renouvelables ont assuré 49% de la consommation d'électricité au premier semestre. Le chancelier Olaf Scholz s'est tout de même précipité chez tous les producteurs de gaz, permettant l'approvisionnement de l'Europe. Par ailleurs, les ménages allemands se ruent à nouveau sur le charbon et ils ne sont pas les seuls. Cette énergie fossile émettant le plus de gaz à effet de serre fait pourtant l'objet d'une demande en hausse à l'échelle mondiale. L'Europe se précipite tant bien que mal pour remplir les longues nuits de l'hiver et toutes les destinations sont permises. En parlant d'hydrocarbures, c'est finalement vers une baisse de la production que les pays de l'OPEP+ se sont penchés en vue de stabiliser les cours. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont décidé ce lundi, lors de la 32e réunion ministérielle, de baisser le niveau de production globale de pétrole de l'Alliance de 100 000 barils jour pour octobre prochain, optant ainsi pour de revenir plutôt au même niveau de baisse mensuelle de la production pétrolière. En août dernier, l'OPEP+ prévoit une nouvelle réunion le 5 octobre prochain. L'Algérie a été représentée par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Cette volatilité est due essentiellement pas sur les fondamentaux du marché, mais elle est due exactement sur un peu de la spéculation et aussi surtout sur les actions sur le marché financier. Ça, c'est ce qui a fait perturber un peu l'évolution de la demande sur le marché pétrolier. Et aussi, nous avons constaté que quelques pays industrialisés ou pays en voie de développement un peu reculent en matière de demande en matière de pétrole et de produits pétroliers. Tout cela nous a amené à décider de réduire la production globale des pays OPEP et non-OPEP de 100 000 barils par jour. Donc vous constatez, c'est les mêmes 100 000 que nous avons rajoutés le mois passé pour le mois de septembre. Nous allons les retrancher pour le mois d'octobre. Ceci amène à notre production nationale de pétrole à 1 million
57 000 barils par jour, moins 2 000 barils par jour par rapport au mois de septembre. Et nous allons essayer de décrypter cette décision avec Mostafa Mekidesh, expert en énergie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le message que les pays de l'OPEP+ tentent de véhiculer, selon vous, à travers cette décision ou cette réduction en direction des marchés d'abord, mais aussi en direction des pays industrialisés? Tout à fait, parce que les 23 pays de l'OPEP+ ont mis en œuvre ce qu'ils savent bien faire, c'est dans la gestion de ce type de crise, c'est le principe de précaution. Alors, ce principe de précaution est fondé, à mon avis, sur 4 éléments dont un certain nombre ont été évoqués par le ministre tout à l'heure. Le premier point, c'est que depuis quelque temps, donc au moins depuis un mois, un certain nombre de contrats à terme sur le brut, sur le marché de Londres ont chuté à double digit, c'est-à-dire à plus de 10%, autour de 12%. Donc ça, c'est un signal du marché qui est très fort lorsque des contrats à terme sur l'achat de brut chutent de façon significative sur l'une des premières places boursières à Londres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les prix du pétrole, subit un trend baissier le plus long depuis 2020. C'est-à-dire, donc, c'est pas une tendance uniquement, disons, de conjoncture de court terme et de spéculation à la marge. C'est plus que ça, c'est qu'il y a là donc un trend baissier qui est constaté comme étant le plus long depuis 2 ans. Le troisième élément, c'est que dans l'économie réelle, la Chine ralentit de façon significative, alors que l'économie américaine frôle presque la récession, donc et voit donc. Et l'Europe même prévoit de fermer des usines en hiver. Donc tout ceci marque, si vous voulez, donc un ralentissement de la demande qui va de toute manière s'effectuer. Le dernier point, c'est que c'est le retour de l'Iran potentiel avec donc la reprise des pourparlers sur le nucléaire qui va amener donc à une levée de sanctions et donc à un retour d'un grand producteur pétrolier sur le marché. Mostafa Mekidesh, quel serait l'impact de cette décision, selon vous, à court et à moyen terme, pour freiner la baisse des cours? L'impact, à mon avis, sur nous, du point de vue de la production, donc vous avez vu, donc c'est l'ordre de la diminution de 10 000 barils jour, elle n'est pas significative du point de vue, si vous voulez, de la valorisation internationale de l'ensemble de la production que l'Algérie met sur les marchés internationaux. Il reste que ça va ralentir donc la tendance à la baisse que j'ai indiquée tout à l'heure, et que donc je pense que ça va même on va voir donc un processus inversé, donc de reprise des cours du marché à un niveau supérieur à ce qu'ils étaient le mois dernier. Mostafa Mekidesh, ensuite, donc le mois prochain, l'OPEP+ examinera l'évolution du marché et mettra à jour, donc comme elle le fait avec beaucoup d'expertise, et mettra à jour sa stratégie. Rendez-vous donc au mois d'octobre. Mostafa Mekidesh, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en énergie. Dans l'actualité également, la Syrie a renoncé à la reprise de son siège à l'occasion du sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre prochains. La décision a été signifiée par son chef de la diplomatie, Faisal Mokdad, par souci de contribuer à la consolidation de l'unité des rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international. Leïla Guertel. La décision a été annoncée par le ministre syrien des Affaires étrangères, Mokdad Faisal, à son homologue Ramtan Lamamra lors d'un entretien téléphonique. Une décision jugée sage, le chef de la diplomatie syrienne a précisé que son pays préfère que la question de la reprise de son siège au sein de la Ligue des États arabes lors du sommet d'Alger ne soit pas soulevée. La décision en question, ajoutera-t-il, contribuera à la consolidation de l'unité des rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international. La Syrie, pour cette décision, a préféré donc jouer la carte de la sagesse afin d'éviter au pays d'accueil toute gêne avec certaines parties qui entendent jouer la carte syrienne comme prétexte tout trouvé.
Avec cette déclaration, la Syrie élimine tout obstacle pour le bon déroulement de cette rencontre en sommet, du moins du côté syrien, même si cela n'exclut en rien sa présence, car la distinction est de taille. Et tout en saluant la position développée par la Syrie, l'Algérie entend poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre une manière consensuelle au sein de la Ligue arabe. Et pour évoquer cette question est avec nous le politologue Cherif Driss, enseignant à l'école supérieure de journalisme d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Syrie renonce à discuter de la reprise de son siège au prochain sommet arabe. Quelle lecture faire de cette décision ? Non, je crois de mon point de vue, la décision de la Syrie, comme ça a été dit dans le VTR, participe de la volonté de ce pays de ne pas entraver le bon déroulement du sommet d'Alger. Donc, il me semble que c'était une décision qui était relativement prévisible, en ce sens que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe ne suscitait pas l'adhésion de tous les membres. Il y avait des partis, certains pays qui étaient foncièrement contre. Donc, je crois qu'il y avait des pressions terribles, notamment sur l'Algérie par rapport au retour de la Syrie. Donc l'Algérie devait de trouver une position très équilibrée entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Mais visiblement, le camp du refus, à savoir celui qui s'oppose catégoriquement au retour de la Syrie, celui qui a pris le dessus. Donc je crois que cela est dû au fait que, d'un point de vue régional, nous assistons ces dernières années à l'émergence de certaines ententes informelles, c'est-à-dire en dehors du cadre de concerté de la Ligue arabe, où certaines ententes, certaines alliances informelles qui décident un petit peu de la prédiction, plutôt la trajectoire et la direction que devrait prendre l'action arabe commune. Cherif Driss, certains experts estiment que la Syrie a joué la carte de la sagesse. Est-ce votre avis également ? Je pense que c'est mon avis aussi, dans la mesure où les Syriens pouvaient tout aussi bien dire que le siège de la Ligue arabe nous revient de droit. Nous sommes l'un des membres fondateurs de cette organisation pan-arabe, donc il est de notre droit le plus absolu d'y revenir. Mais considérons, je crois que la décision syrienne est motivée aussi d'une certaine analyse, de certaines lectures, des rapports de force au niveau régional et les fluctuations des relations bilatérales entre certains pays et des pressions internes de certains acteurs extra-régionaux qui ont fait que le dossier syrien soit exclu de la Ligue arabe. Donc je crois que les Syriens ont bien mesuré la gravité de la situation et les conséquences qui pourraient en découler, d'où leur décision de ne pas entraver et de ne pas insister sur le fait que le retour est un droit absolu. Donc ils ont préféré faire marche arrière que d'aller vers l'affrontement qui pourrait entraver et bloquer le déroulement de ce sommet. Cherif Driss, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes politologue et enseignant à l'école supérieure de journalisme d'Alger. Dans l'actualité également, Staffan de Mistura à Alger, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, a été reçu par le chef de la diplomatie algérienne dans le cadre de sa deuxième tournée régionale. Une tournée qu'il a menée également dans les camps de réfugiés sahraouis. Tinhin Al-Makassi. Dynamisme, oui. Les jeunes. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu ce lundi l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Le diplomate effectue sa deuxième tournée dans la région depuis samedi. Cette rencontre était l'occasion d'évaluer d'un côté les derniers développements de la question sahraoui, de l'autre les perspectives du renforcement des efforts onusiens en vue d'une reprise des négociations directes entre les deux parties belligérantes, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Alger réitère ainsi sa position quant au conflit qui oppose le Sahara occidental au Royaume du Maroc, depuis que ce dernier occupe illégalement et militairement les territoires sahraouis. Alger plaide une fois de plus en faveur d'une solution politique permettant la décolonisation du territoire sahraoui en vertu de la légalité internationale, tout en garantissant le droit immuable du peuple sahraoui à l'exercice de son droit inaliénable, à disposer de lui-même à travers un référendum d'autodétermination.
Attendu non seulement par le peuple sahraoui, mais aussi par la communauté internationale depuis plus de 3 décennies. À noter que pour l'heure, Rabat ne cesse d'entraver les efforts onusiens en s'obstinant à refuser d'engager un dialogue en dehors de son initiative d'autonomie présentée à l'ONU en 2007. Une initiative qui ne fait référence nulle part à l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. Dans l'actualité aussi, l'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé hier soir à Bamako pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en session ordinaire à Accra le 3 juillet dernier avaient décidé de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier. Au Kenya à présent, après plusieurs jours d'audience, les juges de la Cour suprême ont décidé ce lundi de confirmer la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle, un verdict sans ambiguïté rendu par la Cour suprême du Kenya, une institution respectée dans le pays qui avait décidé en 2017 d'annuler la présidentielle. Au Proche-Orient, un Palestinien de 19 ans a été tué ce lundi par un tir sioniste près de Jénine, secteur du nord de la Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, le jeune homme avait été blessé par balle à la tête, au pied droit et à la cuisse gauche avant de succomber à ses blessures. La question palestinienne exposée en Égypte, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, est au Caire pour une visite officielle où il va rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Lors de cette rencontre, les deux présidents aborderont diverses questions au niveau arabe, régional et international. C'est sans surprise que Liz Truss devient leader du Parti conservateur et par conséquent la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. La troisième femme à accéder à cette fonction après Margaret Thatcher et Theresa May. Les membres du Parti conservateur ont donc choisi la candidate de la droite dure et du pro-Brexit, rejetant le candidat de la continuité Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de Boris Johnson. Naila Aït-Hamouda. La page de Boris Johnson définitivement tournée. Liz Truss est la première ministre. Elle remporte ce duel haut la main face à Rishi Sunak. Âgée de 47 ans, surnommée la nouvelle dame de fer, la nouvelle locataire de 10 Downing Street s'est imposée largement avec 57% face à Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de Boris Johnson, qui lui a obtenu 43% des voix. C'est un honneur d'être élu chef du Parti conservateur. Je tiens à remercier le comité 1922, le président du parti et le Parti conservateur d'avoir organisé l'un des plus grands entretiens d'embauche de l'histoire. Je tiens également à rendre hommage à notre candidat Rishi Sunak. C'était une campagne acharnée parce que nous avons montré la profondeur du talent dans notre Parti conservateur et la richesse des talents au sein de notre parti. Après avoir mené la course en tête, elle sera la troisième femme à exercer ses fonctions dans l'histoire du Royaume-Uni. Liz Truss a commencé sa carrière politique en tant que députée en 2010, puis elle a gravi les échelons dans le Parti conservateur. Elle a été nommée ministre pour la première fois en 2012. Elle est passée par l'éducation, l'environnement, la justice. Dans le dernier gouvernement de Boris Johnson, elle était ministre des Affaires étrangères. Considérée très à droite de son parti, Liz Truss a promis des baisses d'impôts. Elle devra se confronter à un défi de taille, la crise énergétique et l'inflation particulièrement élevée au Royaume-Uni. Mes amis, nous devons montrer que nous allons tenir nos promesses au cours des 2 années qui viennent. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Je répondrai à la crise de l'énergie en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi des problèmes à long terme que nous avons eus en matière d'approvisionnement énergétique.
La nouvelle dirigeante sera reçue par la reine Elisabeth II dès demain. Pour être désignée comme la nouvelle locataire de 10 Downing Street, elle prendra par la suite ses fonctions pour former un nouveau gouvernement. Je vous le disais en titre, 2 employés de l'ambassade russe à Kaboul en Afghanistan ont été tués ce lundi dans un attentat à la bombe aux abords de la représentation diplomatique selon le ministère russe des Affaires étrangères. Un combattant non identifié a déclenché un engin explosif. Plusieurs personnes ont également été blessées parmi des ressortissants afghans. On parle là d'un attentat terroriste. C'est inacceptable. C'est ce qui a rapidement condamné le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Et la Russie qui organise des exercices navals dans les eaux au large de sa côte orientale. Les manœuvres militaires Vostok 2022, des exercices de grande ampleur, mobilisent 50 000 soldats de 13 pays, dont la Russie, la Chine et l'Inde. Plusieurs messages stratégiques importants sont envoyés par cet événement dans une conjoncture de profonde transformation des équilibres géopolitiques internationaux. Sofiane Baroudi. Les manœuvres militaires Vostok 2022 ont lieu depuis le 1er septembre et se poursuivront jusqu'au 7 dans l'extrême-orient russe. Plus de 50 000 soldats, 5 000 appareils militaires, dont 140 avions et 60 navires sont engagés dans ces exercices. La portée stratégique de cet événement est claire et le timing choisi ne laisse aucun équivoque. La participation de la République populaire de Chine dans les espaces aériens, maritimes et terrestres démontre le renforcement de l'alliance entre Moscou et Pékin, principalement dans la région Asie-Pacifique, soumise à de rudes tensions, notamment à la lumière de la crise de Taïwan ou de la remilitarisation du Japon. La multiplication des cadres de coopération conjoints dans différents secteurs névralgiques laisse augurer d'une action concertée sur le volet diplomatique, mais également dans le champ opérationnel. La participation de l'Inde est également un indice de la reconfiguration en cours de l'échiquier géopolitique mondial. À ce propos, l'armée nationale populaire algérienne est également engagée dans ces exercices en tant que seul représentant du continent africain, ce qui confirme le rôle de puissance régionale de premier plan et de pôle d'équilibre de portée globale joué par l'Algérie. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, se rendra demain dans l'extrême-orient russe afin de superviser la phase active des manœuvres. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Kremlin. La combinaison d'un nouveau système politique et économique international est au centre des préoccupations de Moscou et de ses alliés. D'ailleurs, dans la perspective affichée d'accompagner la voie de l'émergence d'un monde multipolaire, le Forum économique oriental de Vladivostok s'est ouvert aujourd'hui. Ce grand événement économique devra permettre de renforcer les liens et d'approfondir les partenariats commerciaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral, comme c'est le cas de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui opère principalement dans l'espace Asie-Pacifique et eurasiatique. Voilà donc ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver ou le revoir sur le site d'Al24 News ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Excellente fin de soirée.